Bonjour à tous et bienvenue sur le JT du Coin, l'émission qui récapitule les actus crypto récentes et qui est sponsorisée aujourd'hui par Finst. Ce n'est pas moi qui vais vous l'apprendre, les marchés viennent de subir un choc. Arthur, c'est la guerre! Mais comme je n'ai pas grand chose d'utile à vous apporter sur ce point, plutôt que de parler du présent, on va plutôt parler du futur lointain. Car cette semaine, le sujet de la valeur du Bitcoin à long terme est revenu sur la table avec cette publication émanant de Jimmy Wales. Le célèbre patron de Wikipédia qui pleurnichait pendant des années pour qu'on lui donne de l'argent alors que la fondation Wikimedia a des centaines de millions de dollars en réserve. D'après lui, le Bitcoin n'ira pas à zéro parce que sa conception est suffisamment robuste pour qu'il existe éternellement à moins d'une attaque 51% ou d'un effondrement total de la cryptographie, par exemple à cause de l'informatique quantique. Et même dans ces cas-là, un fork pourrait lui permettre de continuer d'exister. Un avis qui fait certainement consensus. Là où le contentieux émerge, c'est plutôt sur la suite. D'après lui, le prix du Bitcoin va diminuer jusqu'à correspondre à ce que l'on attribuerait à un hobby de quelques passionnés parce que ce serait un échec total en tant que monnaie et en tant que réserve de valeur qui ne deviendra jamais la monnaie dominante dans le futur. Ce qui amènerait le prix du Bitcoin en 2050 vers l'équivalent de 10 000 $ de 2026, ou peut-être encore plus bas. Mais ce n'est évidemment pas l'avis de tout le monde. D'autres restent fermement convaincus que le Bitcoin s'envolera vers l'infini et l'au-delà, comme Michael Saylor qui a annoncé cette semaine que Strategy a acheté 592 Bitcoins pour un peu moins de 40 millions de dollars. Quelques jours avant, il disait « Si Bitcoin ne va pas à zéro, il ira à 1 million », ce qui est autrement plus optimiste, même si d'un autre côté, il est un peu obligé de tenir cette position étant donné que le succès de Strategy dépend de ce résultat. Bref, l'avenir reste difficile à prévoir en détail, ce qui n'est pas exclusif au Bitcoin de toute façon. Alors parlons du sujet suivant qui concerne la justice française. Pour une fois, nos tribunaux n'ont pas produit un résultat complètement horrible, juste mitigé. Ce lundi, le tribunal d'Amiens a condamné 2 criminels ayant commis fin octobre 2025 un homejacking pour voler de la crypto. Donc niveau rapidité, c'est pas mal du tout, il faut le dire. Mais les bons côtés s'arrêtent à peu près là. Retrouvés récemment grâce à un téléphone qu'ils avaient volé aux victimes, les 2 hommes de 19 et 24 ans ont été condamnés. Et au lieu des 20 ans de réclusion criminelle qui sont prescrits par le code pénal en cas de vol en bande organisée accompagné de violences sur autrui, ils n'ont pris que 5 et 9 ans de prison ainsi qu'une condamnation à indemniser les victimes à hauteur de 7 000 € chacune. Ces peines semblent avoir été déterminées en prenant en compte l'idée mise en avant par leur avocat que ces criminels avaient été recrutés à distance par un commanditaire encore inconnu. Eux n'étaient que les petites mains qui ont exécuté l'opération tandis que le cerveau est toujours libre, vous comprenez. Les pauvres, ils n'étaient pas vraiment responsables de leurs propres actes. Et c'est ainsi que, parce que nous sommes en France, ces tas de composts ambulants qui ont juré sur la Mecque de tuer un père de 2 jeunes enfants pour lui voler son argent, ne se verront jamais appliquer la sanction prescrite par leur propre religion et ressortiront dans quelques années à peine pour recommencer. Et en plus, ce que la justice nous a appris cette semaine aussi, c'est que même quand c'est le cerveau qui se fait choper, finalement, la peine n'est pas si importante que ça. C'est ce qui est arrivé dans cette affaire où la justice a récemment réussi à pincer les cerveaux entre guillemets de la crypto française. Entre guillemets parce que concrètement ça doit plus ressembler à des balles de golf qu'à des cerveaux. Tout petits et plutôt lisses malgré quelques reliefs. Je vais vous laisser juger de leur projet. Baptisé Burncoin, il s'agissait d'un jeton tradé sur PancakeSwap dont la seule et unique utilité était d'intégrer une taxe de 5% sur les transactions qui avait pour finalité de détruire les jetons et créer de la déflation. Le jeu de la patate chaude la plus débile qui soit, présenté sur un site bancal avec un soi-disant white paper plein de fautes et de mots-clés marketing comme sustainable, illustré par le fameux stagiaire de BFM et ses graphiques où 85% ça correspond à peu près à la moitié et 7,5% à un quart. Autant vous dire que pour concevoir ce truc comme pour tomber dedans, il fallait vraiment pas avoir la lumière à tous les étages. Cela dit, peu importe la qualité de l'arnaque, c'était une arnaque quand même, suivie d'un exit scam, d'une tentative de détourner les fonds des investisseurs et même de l'utilisation de faux billets. Normalement, les coupables auraient dû prendre un maximum de 10 ans de prison et 750 000 € d'amende. D'autant plus que l'un d'entre eux est policier, et s'il y a bien une catégorie de personnes avec laquelle la loi devrait être intransigeante, c'est ceux qui sont censés la faire respecter dans l'espace public. Mais comme dans l'affaire précédente, la justice n'a pas vraiment été sévère, et les coupables n'ont été condamnés qu'à 12 mois et 18 mois de prison, 5 000, 15 000 et 20 000 € d'amende, 5 ans d'inéligibilité, et pour le désormais ex-policier qui a tout de même été le moins légèrement condamné, l'interdiction définitive d'exercer le métier de policier, au moins. Ah évidemment, je le rappelle, on est en France. Quand je dis prison, c'est avec sursis. C'est-à-dire pas de prison. Quand on a 3 ans de prison avec sursis c'est un mec qui reste dehors. Il va pas. Rigolez pas, c'est avec votre pognon qu'on finance cette justice. Après, faut pas trop s'autocritiquer non plus, parce qu'on n'est pas les seuls à être des gros nazes. Regardez la Corée du Sud par exemple, on a tous l'impression qu'ils vivent dans le futur et qu'ils maîtrisent l'informatique comme personne. Déjà en 2010, ils avaient un ministre qui faisait référence à StarCraft dans le débat public. Mais pas du tout! Ah non! Leurs policiers sont comme les nôtres!
Enfin, ils ont pas lancé d'arnaque, mais ils ont fait des boulettes de compétition aussi. Déjà, il y a quelques temps, ils avaient perdu 22 bitcoins après les avoir saisis parce qu'ils avaient eu la flemme de les transférer sur leur propre portefeuille et que quelqu'un d'autre les a déplacés. Mais cette semaine, ils ont fait encore mieux. Après avoir saisi 5 millions de dollars d'entre les mains de différents fraudeurs fiscaux, ils ont publié des photos de tout le matériel saisi, y compris un ledger et la fiche cartonnée avec la phrase de passe associée. Donc le pognon qu'ils avaient saisi s'est envolé et ils n'ont aucune idée de qui l'a pris. Alors finalement, en France, on a encore pas mal de marge avant de devenir officiellement les plus cons de la planète. Puis faut pas oublier non plus les Néerlandais qui sont bien allumés. Là encore, on n'a pas l'impression, mais chez eux, il y a des bras cassés exceptionnels aussi. Leurs politiciens ont proposé récemment de taxer les gains non réalisés à 36%, ce qui était tellement absurde que la planète entière leur est tombée dessus. Et la réaction du ministre des Finances il y a 4 jours, ça a été « Il y a quelque chose qui a mal tourné ici ». Ce qui déjà est assez ridicule, mais il y a pire. En plus de cette réaction digne d'Emmanuel Macron et son fameux « ça n'a pas réussi », il semblerait que ses collègues vont quand même mettre en place cette taxe débile. D'après leurs médias, ils se contenteront d'effectuer quelques modifications purement cosmétiques pendant que la source du problème restera intacte. C'est ainsi que des politiciens stupides et cupides vont mettre à genoux en une génération tout un écosystème d'investissement qui était le plus développé au monde il y a quelques siècles et qui a été l'endroit où le crash spéculatif le plus célèbre de l'histoire a pris place. C'est vraiment pas de chance pour notre sponsor du jour qui est une plateforme d'échange néerlandaise dont les clients locaux vont beaucoup souffrir. Heureusement, les contribuables français ne sont pas du tout concernés par cette loi, même s'ils traitent sur Finst. Il n'y a donc aucun inconvénient particulier à s'inscrire chez eux et bénéficier des 340 cryptos qu'ils ont à vous offrir, de leurs services intéressants comme les crypto bundles, de l'investissement semi-automatisé, du staking, et surtout de leurs frais de trading particulièrement bas, y compris pour les petits porteurs qui font peu de volume. En ce moment, vous pouvez bénéficier d'un bonus de 20 € en Bitcoin si vous créez un compte chez eux en suivant le lien en description, alors si cette plateforme vous plaît, c'est le moment. Et maintenant, revenons-en aux actus avec un sujet qui a fait pas mal de bruit sur les réseaux sociaux. Après avoir annoncé la révélation des résultats de sa dernière enquête ce lundi, le célèbre ZachXBT a dévoilé tout le dossier jeudi. Et il concerne Axiom, un agrégateur de services où les utilisateurs pouvaient trader simultanément à travers Coinbase, Hyperliquid, MarginFi et plusieurs autres plateformes décentralisées présentes sur Solana. D'après lui, certains de leurs employés ont allègrement pratiqué le délit d'initié pendant 1 an. Grâce à l'interface de gestion des utilisateurs, ils pouvaient pister les portefeuilles et espionner les influenceurs crypto pour profiter de leurs mouvements. En gros, il n'y avait aucune protection ou contrôle d'accès à ce panneau administrateur et même un type embauché comme BizDev pouvait y aller. Cela dit, cette manipulation, aussi détestable soit-elle, n'a finalement pris place qu'à relativement petite échelle. Les sommes concernées se comptent a priori en centaines de milliers de dollars, ce qui n'est objectivement pas rien, mais en même temps pas grand-chose par rapport au deuxième scandale de délit d'initié de la semaine. En effet, celui-ci concerne la célèbre société Jane Street, et l'accusation de délit d'initié ne sort pas de nulle part puisqu'elle émane de Todd Snyder, l'avocat nommé par le tribunal américain pour liquider Terraform Labs. D'après lui, en février 2022, Jane Street a envoyé l'un de ses employés, venu de Terraform Labs, faire ami-ami avec ses anciens collègues. Et suite à ce rapprochement, l'employé en question a utilisé ses nouveaux amis pour obtenir des informations confidentielles permettant à Jane Street d'avoir un coup d'avance. Apparemment, ce lien leur aurait permis d'être au courant que Terraform Labs était dans la mouise et lorsqu'ils ont retiré 150 millions d'UST d'une réserve de liquidité très importante pour leur écosystème, Jane Street, qui les surveillait de très près, a fait de même 10 minutes plus tard. De cette manière, ils ont simultanément protégé leur portefeuille et accéléré la vitesse du crash au détriment de tous les utilisateurs qui ne bénéficiaient pas des informations fournies par le fameux employé à moitié infiltré. Jane Street a pour l'instant nié cette affaire, mais en parallèle, des utilisateurs Twitter ont remarqué différentes coïncidences étranges. Par exemple, exactement au moment où la plainte contre Jane Street était déposée, un phénomène récurrent depuis quelque temps se serait totalement arrêté selon lui. Le Bitcoin, qui subissait apparemment systématiquement une chute de prix à 10h du matin, a passé 2 jours d'affilée sans que cette étrange chute de 10h du matin prenne place. La plainte qui pourrait avoir obligé Jane Street à cesser ses activités pourrait donc avoir révélé indirectement une manipulation de marché à plus grande échelle, même si, disons que cette allégation n'est pas non plus des plus crédibles. Quand on regarde les données d'un peu plus près, il est difficile de dire qu'il y a un crash systématiquement à 10h du matin. En tout cas, les activités néfastes de Jane Street ne s'arrêtent pas à la crypto. Il faut savoir que l'été dernier, les autorités financières indiennes ont banni Jane Street de chez eux pour cause de manipulation de marché, et ça n'est pas de la spéculation. Alors même si les accusations lancées sur Twitter en matière de crypto peuvent ressembler à une sorte de chasse aux sorcières qui manque un peu de preuves, il faut quand même avouer que Jane Street est probablement sur le podium des sociétés les plus diaboliques dans la catégorie des market makers. Et si vous avez besoin d'une preuve supplémentaire et totalement indéniable, sachez que leur ex-employé le plus célèbre s'appelle Sam Bankman-Fried. En tout cas, c'est le moment de se quitter, alors je vous souhaite une bonne fin de week-end, une bonne semaine et j'espère qu'on se reverra dimanche prochain sur YouTube. A bientôt!